Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Moi, c'est Cindy, la créatrice de ce dernier, et aujourd'hui je vous présente l'épisode de Sarah. Sarah, c'est une maman française qui s'est installée dans le Pacifique Nord-Ouest canadien. D'abord à Vancouver et très récemment à Calgary dans l'Alberta. On revient ensemble sur le changement de carrière de son mari, ancien militaire, qui décide d'embarquer toute sa famille en terre inconnue à Vancouver. C'est avec un job, appartement et crèche en poche que cette jolie famille débarque dans cette superbe ville avant d'y ajouter une nouvelle merveille à leur foyer quelques années après leur arrivée. Bien entendu, je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Sarah. Bonjour. Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast. Avec plaisir. Alors, d'ailleurs, ça me fait plaisir parce qu'on est sur le même créneau horaire. Donc, du coup, j'ai pas de problème de calcul mental. On est bon. Du coup, on se fait une soirée pyjama. Exactement. Écoute, avant qu'on démarre, j'aimerais bien que tu te présentes, que tu nous dises un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille, s'il te plaît. Ok, alors moi, je m'appelle Sarah. Je viens d'avoir 32 ans. Je suis originaire de Normandie. Et il y a 12 ans maintenant, j'ai décidé de partir vivre au Pays Basque. Et il y a 3 ans de ça, on a décidé de s'expatrier au Canada avec mon chéri Alexandre. Et nous sommes situés actuellement à Vancouver, donc dans l'Ouest canadien. Donc j'ai pu emmener mon mari et mon petit amour qui s'appelle Liam, qui a 6 ans et demi. Et j'ai mon petit bébé que j'ai eu qui a eu 1 an. Donc voilà, elle s'appelle Victoria. Et donc nous sommes une petite famille de 4 personnes à Vancouver, très heureux. Ok, donc si j'ai bien compris, tu as troqué la pluie pour la pluie pour la pluie. Voilà, on reste dans le même thème. On n'a pas fait mieux. On a dit on reste pareil. Ouais. Alors, je te propose qu'on rembobine et qu'on se fasse un petit épisode français pour démarrer, en commençant par les prémices de la famille et à savoir comment tu as rencontré ton conjoint. Alors, ça fait 15 ans que je suis avec lui, donc j'ai 32 ans, vous faites la déduction, donc ça fait, je l'ai connu très jeune. Je 17, si je suis comptée. Ouais, c'est ça. J'avais 17 ans, je l'ai rencontré, donc j'étais en seconde générale et lui, il était en dernière année de bac pro électrotechnique au lycée, donc en Normandie. Et ensuite, lui, il a eu son bac et il est parti s'engager à l'armée, alors que moi, j'ai continué mon cursus scolaire. En même temps, j'étais en seconde, donc on va pas s'échapper. Donc, on s'est rencontrés là-bas et on s'est plus jamais quittés. On s'est jamais quittés, en fait. Je pense que l'armée nous a rapprochés. Je pense que c'est une profession qui fait que on crée le manque entre l'un et l'autre. Et donc, du coup, là, donc depuis qu'on est au Canada, ça fait 3 ans, 4 ans, à peu près 4 ans qu'on vit H24 ensemble. Donc, c'est pas du tout le même style de vie qu'on avait en France, puisqu'en France, voilà, il était militaire, etc. Donc, il partait souvent en mission, c'est ça? Oui, il partait souvent en mission. Donc, c'était pas forcément facile. On a eu un bébé donc Liam. Donc, il est né en France. Et en fait, mon fils, il avait à peu près 1 an et demi et il est parti quand mon chéri est parti en mission, il est rentré de mission, il a senti qu'en fait, c'était sa dernière mission. Il fallait pas plus. Par rapport à son fils, il s'est dit non, je veux offrir mieux à mon fils. Du coup, il m'a parlé de l'option du Canada. Et moi, je vais pas vous mentir, j'étais complètement froide à me dire de partir habiter au Canada. Alors, vous m'auriez dit partir habiter dans les îles ou dans un pays chaud, j'aurais dit oui. Mais je pense que tout le monde a un peu une image du Canada où il fait froid, où voilà, il y a beaucoup de neige, etc. Et il a vraiment eu du mal à me convaincre jusqu'à ce qu'il me parle de Vancouver. Il m'a dit, mais va voir Vancouver sur Google, regarde, fais tes recherches et tout. Et rien que sur la photo de Google, j'ai fait, ah ouais, je vais aller là-bas. C'est quand même super beau. Ouais. C'est magnifique. Mais autant Vancouver a une super image à l'international, genre, il y a les lacs, c'est turquoise, c'est vert, c'est magnifique. Et Seattle, c'est genre, il pleut.
Genre, les gars, c'est exactement la même chose. On a même 3 heures en voiture, on a le même temps, c'est exactement la même chose. Donc, si je peux essayer de faire un petit red flag, un green flag, tu me diras à Seattle, c'est la même chose que Vancouver. Oui, c'est la même chose. Au niveau du temps, je pense que c'est pareil. Après, je t'avoue, quand moi je suis allée 2-3 fois à Seattle pendant. Il a plu. Il a plu. Il a plu. En fait, je crois que j'ai pas choisi le bon moment pour y aller. Et comme Vancouver, j'ai envie de vous dire, quand il pleut, c'est compliqué de sortir. Enfin, on peut essayer de faire des choses, mais on peut faire des choses, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on reste un peu bloqué, quoi. Et quand il pleut pas beaucoup. Il pleut beaucoup, hein. On n'est pas. Tu trouves? Tu vois, moi, je trouve que c'est différent. Seattle, du coup, il pleut. Enfin, il y a des petites averses, mais genre, tu peux quand même toujours sortir. Enfin, du coup, je remarque en faisant de la craie avec mon fils, la craie, elle part pas. Donc, c'est-à-dire qu'il pleut quand même pas beaucoup, quoi. Enfin, il pleut, mais à petite dose, quoi. À mon avis, vous êtes protégés, vous. C'est pas possible. C'était le petit point climatique de la région. Donc, tu t'es laissée séduite par l'idée de partir à Vancouver. Oui. Mais alors, est-ce que, par exemple, c'est plus simple du coup de s'immigrer là-bas en étant français ou, enfin, je veux dire, comment ça s'est passé pour vous? Alors nous, en fait, donc on a fait une demande de PVT, donc permis vacances-travail, depuis la France, et on a reçu chacun notre invitation. Donc moi, je l'ai eu en première en juin 2018, et mon chéri, il l'a reçu qu'en janvier 2019. Donc le dilemme se posait, c'est que si un de vous deux a un PVT, le deuxième ne l'a pas forcément. Il faut qu'il l'ait. Ou alors, il faut que tu ailles au Canada, que tu trouves un travail qualifié. Et si ton travail est qualifié, ton conjoint peut être aussi en permis ouvert, on appelle ça. Okay. Du coup, on a eu de la chance que ce soit pas ce cas-là, parce que franchement, si ça avait été ce cas-là, peut-être que je me serais penchée sur l'idée d'aller au Québec, tout simplement parce que je pensais plus que mes qualifications professionnelles allaient être plus faciles de trouver au Québec que à Vancouver, parce que j'avais pas forcément confiance à 100% en moi et mon anglais, même si je parle plusieurs langues, mais c'est vrai qu'on est quand même un peu apeuré d'aller dans un pays qui n'est pas votre langue maternelle, quoi. Ouais, non, et finalement, donc on a eu tous les deux notre PVT, donc la question ne s'est pas posée. Il faut savoir que mon chéri Alexandre, il a un niveau d'anglais. Il avait un niveau d'anglais égal à un enfant de CP. Donc, franchement, c'était chaud quand même. Hein. Il a eu vraiment. Après, il avait pas trop non plus d'occasion. Tu vois, s'il est en mission, il a pas trop enfin, sauf s'il ramène la simule avec lui dans son sac, mais qu'à échéant, je vois pas comment il peut pratiquer l'anglais, quoi. Non, il a eu vraiment, il avait aucune connaissance en anglais, on va dire. Il connaissait juste My name is Alexandre et c'est tout, quoi. C'est pas mal. Franchement, c'est déjà pas mal. Au moins, il peut se présenter pour les entretiens d'embauche, c'est déjà pas mal. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il a pas eu peur, lui, s'en fichait, en fait, de partir dans une province anglophone, puisque Vancouver, c'est strictement anglophone. Il y a très peu de Français. D'ailleurs, quand il y a un Français qui traîne dans la rue, tout de suite, on se regarde, on se parle parce que on est choqué, quoi. c'est ce qui est vraiment bizarre. Mais je pense que ça doit être pareil pour toi à Seattle. Il n'y a pas forcément non plus énormément de Français, quoi. Je sais pas. Je crois qu'il y a une communauté, mais c'est vrai que c'est quand même très, c'est très local, quoi. Ouais, voilà. Enfin, t'as l'impression que je sais pas, t'es le pauvre Gaulois qui est venu se perdre dans le Pacifique Nord-Ouest, quoi. Exactement. Donc, on a eu notre PVT et on s'est dit, bon, let's go, on va tenter l'aventure, on va essayer dans une province anglophone. Et finalement, moi, j'ai été très chanceuse. Donc, pour te dire, c'est que donc Alexandre, il a eu son PVT en janvier 2019 et on s'est dit, ok, il a son PVT, maintenant on va aller à Vancouver, juste pour voir la ville, déjà avant d'embarquer mon fils dans une ville qu'il connaissait pas. J'ai dit, je vais aller voir la ville pour la repérer, et puis peut-être trouver un job, peut-être trouver un appartement, etc. Donc on s'est dit, en avril 2019, on prend un billet d'avion pour Vancouver. Du coup, on est resté quelques jours à Vancouver, et en fait, j'ai adoré la ville. Et je suis tombée amoureuse du nord de Vancouver. Nord Vancouver, c'est une ville qui est magnifique puisqu'elle est vraiment, vraiment très, très proche des montagnes. Hein. Vous avez une piste de ski qui est à 5 minutes de Nord Vancouver. Donc, vous imaginez bien que
C'est quand même beau. En plus, vous avez une vue sur le centre-ville de Vancouver qui est incroyable. Bref, je suis tombée sur ce quartier-là. Je dis, c'est là que je veux habiter. Et moi, grande française, les Français, on est un peu des gens qui n'ont pas peur. Et donc, j'ai fait la fille qui n'est pas peur. Et j'ai été dans les buildings, vous savez, dans les grands buildings qu'on peut voir à la télé. Je suis entrée dans les buildings et j'ai dit, bonjour, on cherche un appartement. Je suis Sarah, voici Alexandre et on a un enfant. On a fait ça peut-être 2-3 buildings et le dernier building, il nous a dit, OK, on a un appartement, 2 chambres. Si vous voulez, il sera dispo pour vous quand vous viendrez vous installer. Donc nous, on s'était dit, on s'installera en mai 2019, fin mai 2019. Okay. Du coup, c'était quoi, 1 mois et demi. Par contre, il m'a dit, si on vous donne l'appartement, il faut payer 1 mois et demi puisque le déposit, puisque l'appartement sera vide dès le 1er mai. J'ai fait, OK, pas de souci, je paye 1 mois, c'est pas grave. Et en fait, ils m'ont pas forcément demandé des documents qu'on peut demander en France, tu sais, avec un avis d'imposition, des garants, etc. Ici, c'est un peu plus, on fait confiance. Et j'ai eu un appartement sans avoir eu de travail. Donc, j'étais trop contente. Et sans présenter de salaire ou quoi que ce soit? Sans présenter de salaire, rien. Rien du tout. Wow. Juste sur la confiance. C'est mieux qu'aux US. Ah ouais. Bah dis donc. Donc je sais pas, peut-être que la manager du building, elle a eu un bon feeling avec nous et du coup ça s'est passé comme ça. Ensuite, donc on a eu l'appartement et 3 jours après, je disais à mon chéri, écoute, je travaille dans la logistique en France et je sais qu'il y a une boîte qui est à Vancouver et je voudrais aller la voir. Donc me suis présentée dans cette boîte. Alors avant Covid, on pouvait se présenter n'importe où. Donc nous, c'était avant Covid, il n'y avait pas de problème. Donc je me suis présentée et je suis tombée face à face avec le directeur de l'office en fait, du bureau. Donc j'ai pas mieux trouvé en fait. Et le monsieur, il me dit bonjour, vous cherchez quelque chose? Je dis bah oui, je cherche quelqu'un avec qui parler parce que voilà, je cherche un travail. Donc si vous êtes intéressé, voici mon CV. Cette personne-là, donc c'est le directeur, il regarde mon CV, il m'a dit OK, vous avez 5 minutes? Je dis oui. Il dit OK, revenez dans 1 heure, on fait un entretien. OK, très bien, je descends en bas, je vais prendre un café, je me renseigne sur Google, qu'est-ce que c'est, la position qu'il m'offre, parce que là, j'avais aucune idée de quoi je m'embarquais. Et on fait l'entretien, ça dure 1 heure, et je rentre en France, donc 2 jours après, et il m'appelle pour me confirmer qu'il me prenait, donc à la date que je souhaitais. Donc ils m'ont attendu quand même presque génial. 2 mois. Ouais, c'était. Ah ouais. Comme quoi, en plus le culot, il a fonctionné de dingue, quoi. Ouais, le culot a fonctionné de dingue, mais que ce soit pour trouver un appartement ou pour trouver un travail, en fait. C'est génial. Ouais, des fois il faut pousser la chance. Je pense que c'est ça qui a fait qui a tout déclenché. Et du coup, quand je suis rentrée en France, j'ai pu annoncer à ma famille que je partais m'expatrier parce que je n'avais pas parlé. Et là, j'ai pu. By the way, on se casse. Alors, au fait, dans 3 mois, on se. Alors, non, mais parce que au moins, je faisais moins peur en disant que je partais à l'aventure sans rien. Là, j'avais un appartement, un job. J'avais même trouvé une garderie pour mon fils, alors que c'est la croix et la bannière pour trouver une garderie. J'avais postulé à une 60aine de garderies pour mon fils. J'avais jamais eu de réponse, même jusqu'à maintenant, j'attends toujours. Et finalement, en me rendant sur place, pareil, j'ai réussi à obtenir une place en garderie pour mon fils. Et donc, du coup, c'était vraiment, on est reparti. Mais en c'est France, tout, mais les étoiles, genre, se sont alignées pour vous, quoi. C'est incroyable. C'était génial. Franchement, j'étais repartie avec le smile, le grand sourire aux lèvres, très contente et excitée, du coup, à repartir au Canada avec mon fils, mes affaires et tout ça, quoi. Ouais. Et qu'est-ce qu'il en était alors pour Alexandre? Lui, il cherchait du boulot dans quoi? Parce que comment tu rebondis après avoir été militaire pendant plus de 5 ans? Ou même plus, il est resté 12 ans à l'armée. Donc, ouais, quand même. Il est encore resté plus 12 ans. Ouais. Écoute, lui, ça lui a pas fait peur. Je lui dis, mais tu sais, tu passes de l'armée à un travail dans le civil, entre parenthèses, c'est pas la même chose. Il me dit, c'est pas grave, on est au Canada, je vais trouver, machin. Donc au début, comme il parlait pas très bien anglais, il a trouvé par l'intermédiaire, parce qu'on a quand même une petite communauté française où tu donnes des informations sur le groupe Facebook Les Français à Vancouver, et du coup on a pu voir qu'il y avait des offres d'emploi pour des postes en 100% francophones.
Donc ça tombait bien. Alex, il a dit, OK, je vais postuler. Je sais pas ce que c'est, mais on verra. En fait, c'était pour être courtier en ligne. Et du coup, en fait, il cherchait des personnes qui étaient basées en Colombie-Britannique parce que le fuseau horaire, il était très bien par rapport à des gens qui étaient au Québec et qui voulaient jouer au poker la nuit, en pleine nuit. Et du coup, bon bref, c'est n'importe quoi, mais ouais, bon. c'est tout random, quoi, complètement. OK. Donc, il s'est dit, je prends. De toute façon, faut payer les factures, hein, donc voilà. Ouais, c'est clair. On commence avec ça, il n'y boulot. a pas de petit boulot. Il le prend le job et il fait ça peut-être 2 mois et demi jusqu'à ce que il dise bon ok là faut que je gagne un peu plus d'argent. Je vais voir ce que ça, dans quel domaine il y a ça recrute le plus et dans quel domaine je pourrais faire de l'argent. Et il a trouvé dans la construction donc dans la plomberie exactement. Donc maintenant il est plombier à Vancouver. Donc ça fait 3 ans maintenant qu'il est plombier à Vancouver. Et c'est un autre monde, mais c'est le monde qui fonctionne ici. La construction, la plomberie, l'électricité, tout ça, c'est super bien payé comparé à la France, par exemple. Mais il a bien dû se former quand même à ce métier. Ils l'ont formé sur le tas. Et il faut savoir que on n'arrive pas avec un titre de plombier ici au Canada, surtout en Colombie-Britannique. Tu arrives en tant que apprenti plombier. Voilà. Donc, il doit faire 4 ans d'apprentissage. Donc, 4 ans d'apprentissage, ce qui veut dire, c'est qu'il a 4 niveaux à passer et ces 4 niveaux se passent en ligne et ça dure 1 mois par niveau. Donc, en tout, sur les 4 ans, il a juste 4 mois de cours, si tu veux. Et le reste du temps, il est à l'entreprise et il travaille comme un plombier. C'est juste qu'il a ce titre d'apprenti. Il a forcément un salaire d'apprenti, mais qui est très bien quand même, je tiens à le dire. Et donc là, ça fait 3 ans. Et donc là, il lui reste la dernière année. Et donc il termine sa dernière année et il sera titulaire plombier. Donc en fait, c'est fou parce que il peut se mettre à son compte après. Il pourra se mettre à son compte, il pourra créer sa entreprise. Enfin, ça va être super cool. Là, il a hâte justement de terminer sa dernière année parce que il sent qu'il y a un marché à prendre, quoi. Donc c'est trop bien, c'est super. Après, c'est pas du tout le métier de ses rêves, hein. Quand même, on passe de 12 ans dans l'armée. En plus, il était dans l'armée, mais dans l'armée des forces spéciales. Donc, c'est tous ceux qui sont un peu dans le côté opérationnel. Il y a toujours de l'action, quoi. Donc, c'est vrai que ça change un peu, mais voilà, pour le moment, ça ne le dérange pas. Mais après, j'ai envie de dire, s'il a son entreprise, il peut basculer dans l'opérationnel et pas nécessairement aller s'occuper de la toyauterie du voisin, quoi. Exactement. Je pense que c'est son objectif. On est complètement d'accord sur ça. Mais pour ça, il faut qu'il ait sa titularisation, qu'il aura simplement l'année prochaine. Donc, voilà. Ok, donc c'est clair pour lui. Donc, manifestement, quand même, le but, c'est de rester au moins 1 an de plus à Vancouver, non ? Non, pas forcément, parce qu'il peut faire son apprentissage dans une autre province. Par exemple, en Alberta, il peut totalement... En Alberta, ils peuvent reprendre Alexandre comme apprenti. Ça pose aucun problème. Par contre, s'il devait aller au Québec, là, ça serait un problème. Parce que le Québec, ils ont vraiment des mises à niveau ou des trucs comme ça, non ? Ouais, des équivalences. Ils ont des équivalences vraiment spéciales pour leur province et qui ne sont pas applicables dans les autres provinces. Donc, c'est ça qui est assez compliqué parce que, par exemple, s'il est plombier en Colombie-Britannique, il va falloir qu'il passe une équivalence s'il va au Québec, par exemple. Alors que s'il va en Alberta, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. On voit l'inégalité entre les provinces. Par exemple. Ouais, ça n'a pas trop de sens. Non. Surtout pour un métier, tu vois, qui est quand même manuel. À la limite, un médecin, un avocat, tu vois, on comprendrait, mais quand même. Ah oui, ils sont assez picky, comme on dit. Ils sont très, voilà. mais c'est pas grave, voilà. Donc, il a encore sa dernière année, donc que ce soit en Alberta ou en Colombie-Britannique, il pourra exercer faire son apprentissage, terminer son apprentissage. Ok. Et toi, alors du coup, t'es resté dans cette entreprise qui t'avait accueilli ? Je viens juste de la quitter. Je suis quand même restée 3 ans. Ouais. Je l'ai quittée récemment parce que j'ai un projet avec Alexandre et mes enfants, c'est d'aller s'installer ailleurs. D'accord. Nous allons. Mais toujours au Canada, du coup ? Oui, toujours au Canada, ça c'est pas un souci. Okay. Je pense que le gros point négatif de Vancouver, je pense que tout le monde le sait,
c'est Ouais, l'immobilier. le prix. Voilà. Ouais. Je pense que on vient. Mais comment c'est justifié alors pourquoi c'est aussi cher? Je pense qu'il y a une grande, il y a beaucoup de personnes qui veulent acheter et qui ont un fort pouvoir d'achat, on va dire ça comme ça. Et du coup, bah, pour une offre de maison basique, au lieu qu'elle soit à un prix normal, elle va être à un prix démesuré. Parce que il y aura toujours plus de personnes qui vont vouloir renchérir sur le bien en fait, alors que le bien ne vaut pas du tout ce prix. Et là, on se rend compte qu'on est vraiment plus dans le même monde en fait. Je comprends pas parce que même maintenant, j'habite plus à Vancouver, à Nord Vancouver. Je suis partie un peu plus loin. Je suis partie à 40 minutes du centre-ville de Vancouver parce que les prix du logement étaient vraiment compliqués. Et même en étant à 40 minutes de Vancouver, je peux vous assurer que l'achat est impossible. Il faut que vous ayez le million dans votre poche. Si vous voulez quelque chose, une maison, une townhouse, une maison mitoyenne, n'importe, il faut le million dans votre poche. Sinon, vous aurez rien. Mais après, moi, j'ai l'impression que c'est quand même, tu vois, c'est très prisé. Je sais qu'aux États-Unis, Vancouver, c'est genre un peu, c'est joli. Alors, j'imagine bien les richoux américains, en tout cas, qui viennent investir à Vancouver. Oui. Là, il y a des beaux richoux américains, mais il y a beaucoup d'étrangers asiatiques qui sont ici. Ah ouais, aussi, il y a une communauté asiatique importante. Oh là là, il y en a une grande communauté. Je pense que si un jour vous êtes amené à la Vancouver, vous allez tout de suite remarquer qu'il y a une grande communauté asiatique ici et qui ont plus de moyens forcément que nous. Donc voilà, on a fait face à des deals où c'était complètement fou, mais une histoire un peu, je vais raconter un peu cette histoire vite fait, mais j'ai nos amis qui sont dans un appartement qui n'est même pas à Vancouver, qui est à 35 minutes de Vancouver. Il a même pas été listé sur le marché sur le marché immobilier. Ouais. Il a été vendu comment dire, sous la table. C'est-à-dire qu'il a pas été annoncé et en fait les personnes qui l'ont racheté, c'est même pas des connaissances, des cousins ou n'importe, c'est juste des gens de la même communauté. C'est-à-dire que c'est moi par exemple, si je voulais vendre ma maison, au lieu de passer par le marché immobilier, je vais passer par le marché des Français. Le groupe les Français, voilà. Je vais dire, et voilà, les Français, j'ai ça, vous venez l'acheter. Et le problème, c'est que cette personne qui a racheté n'habite pas à Vancouver. Elle n'habite pas à Vancouver, elle habite à Hong Kong. Donc, mais alors, comment elle peut racheter alors sans être sur place? Eh ben, c'est ça le problème qu'on rencontre ici, bien que la Colombie-Britannique est une des seules provinces qui mettent une taxe sur le logement pour les étrangers. C'est à peu près 20% si vous êtes étranger. Quand même. C'est quand même 20%, mais ça fait pas peur. Voilà, ça ne fait pas peur. Bon. Du coup, bah, vous imaginez bien que s'ils sont riches, ils peuvent le faire. 20% pour eux, c'est rien. Et ils ont dit pendant ce deal-là qu'ils voulaient absolument passer par leur communauté, qu'ils voulaient pas que les Canadiens achètent l'appartement. Donc, voilà. Ils l'ont dit texto comme ça. Je pense que c'est pas très légal. Et en plus de ça, ils sont face à des Français qui, eux, veulent acheter, qui les essayent, mais c'est compliqué. Ouais, bon, c'est pas très juste. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, mais c'est dommage parce que je sais que nous, en tout cas, et c'est pour ça d'ailleurs que je t'avais contacté, parce que nous, on l'avait dans le pipe, Vancouver, parce que visiblement, ils ont quand même une grosse scène cinématographique là-bas. Ouais, c'est génial. Je sais que c'est un peu c'est Los Angeles canadien, avec Los Montréal. Ah ouais. Mais pareil, on a remarqué que les prix étaient incroyables, donc c'est ça qui nous a freinés, mais c'est dans le pipe. Ouais, je comprends, tu vois, c'est vraiment une ville incroyable et pour moi, c'est la plus belle ville du Canada que j'ai pu voir. Et je me dis que là, si j'ai un projet de partir, c'est pas parce que je n'aime plus Vancouver. C'est juste que Vancouver ne veut pas que j'achète. Non, mais on a eu le même problème avec New York où malheureusement tu te sens pauvre et tu peux pas tu peux pas subvenir à tes besoins, et surtout quand tu élargis la famille, et on va en parler, enfin j'imagine que voilà, ça rend les choses encore plus challenging, quoi. Franchement, si on était en couple juste sans enfants, on aurait peut-être pu se permettre d'acheter un appartement, une chambre avec une chambre. Je pense que ça aurait été possible d'acheter un appartement à Vancouver.
avec nos Bah, tu salaires. peux aménager la salle de bain, hein. Je veux dire, je pense qu'Alexandre peut faire des merveilles et tu fais dormir les enfants dans la baignoire. Je vois pas où est le problème. Ouais, Hein. c'est clair, on peut tous habiter ensemble. Non, mais alors, donc reprenons un peu le cours de ces 3 dernières années à Vancouver. Donc, tu as donné naissance à une petite fille sur place. Comment s'est passé un peu bah voilà, ton suivi de grossesse? Comment tu pourrais le comparer par exemple avec la France? Alors, mon suivi grossesse était complètement différent de celui de la France, au sens que j'ai été suivie par une sage-femme ici, et en France, j'ai été suivie par un gynécologue tous les mois, et c'est lui en plus qui m'a accouchée. J'étais dans une clinique privée en France. Donc j'avais un suivi très régulier tous les mois et c'est mon gynéco qui m'a accouchée. Au Canada, donc à Vancouver, j'ai décidé d'aller vers une sage-femme tout simplement parce qu'on a quand même une petite communauté française et beaucoup de mamans me recommandaient une sage-femme qui s'appelle Patricia. Et du coup, m'ont dit, si t'es enceinte, faut aller vers Patricia. Elle et ses collègues, elles sont top, tu verras, etc., etc. Donc, j'ai eu le projet de faire un bébé. Pour moi, c'était obligé. Je voulais m'expatrier, avoir fait quelques mois dans l'entreprise et après tomber enceinte. C'était dans ma tête. Je voulais pas arriver au Canada et tout de suite tomber enceinte. De toute façon, je n'aurais jamais eu les aides du gouvernement. J'aurais pas pu payer mes frais médicaux si je n'avais pas travaillé. Donc, très clairement, j'avais pas trop de choix. Oui, parce que c'est comme aux États-Unis, non? Tu dois avoir une assurance santé qui doit être peut-être attachée à ton employeur ou peut-être une mutuelle ou quelque chose comme ça? Alors, j'ai j'ai une équivalence de sécurité sociale qui s'appelle la MSP ici. Ici, la MSP, donc ça, c'est un système qui est assez cool. C'est que tu peux l'avoir dès que ça fait 6 mois que tu es à Vancouver. Enfin, en Colombie-Britannique, et t'as pas besoin d'être forcément employé. Tu peux l'avoir. Donc du coup, cette sécurité sociale, elle couvre quand même les frais médicaux. C'est-à-dire que si tu vas aller chez le docteur, il n'y a pas de problème. Tu ne débourses rien. J'ai jamais déboursé un centime dans la santé. Et après, il y a ton employeur qui peut t'offrir des avantages qui t'offre la mutuelle. Et du coup, moi et Alex, on a eu chacun de nos employeurs une mutuelle offerte. Et qui comprenait qui comprenait donc les frais comme liés à dentaire par exemple et les frais extra comme physio, massage, enfin tout ce plein de choses, même psychologue, thérapeute, tout ça. Donc si vous voulez, y a pas de problème. Donc en fait, on va dire qu'on est très bien couvert ici. Je pense que c'est la différence avec les États-Unis puisque on est très bien couvert et on débourse rien. Donc ça c'est bien. Donc, on va trouver quand même parce que avantage. Nous, on peut être bien couvert, mais il faut bien débourser. Hein. Ouais, non, nous, on n'est pas à ce stade-là. Si on a une bonne assurance, franchement, moi, j'ai jamais eu de soucis. Et donc, ta grossesse, elle passait là-dedans, donc que tu ailles faire une sage-femme ou que tu sois suivie par une sage-femme X ou Y, c'était remboursé. Quoi. Voilà, tu ne devais pas choisir quelque chose dans ton réseau, quoi que ce soit. Pas du tout, non. La sage-femme, elle était totalement dans les frais médicaux, donc il y avait pas, j'ai rien déboursé. C'est elle qui faisait ses papiers avec la MSP ou je sais pas quel organisme elle faisait, mais en tout cas, moi, de ma poche, je lui ai jamais donné d'argent. Parfait. Et donc du coup voilà, et j'ai adoré ce suivi grossesse parce qu'il était différent, mais à la fois j'étais un peu plus inquiète parce que j'ai toujours rêvé d'avoir une fille et mon premier c'était un garçon et j'avais peur d'être déçue d'avoir un deuxième garçon. Et quand j'ai su que c'était une fille, donc je l'ai su très tôt, hein, je l'ai su à 9 semaines de grossesse, 9 ou 10 semaines. Oui, parce que tu as fait le test pour la trisomie ou quelque chose comme ça. Ouais, j'ai fait un test pour la trisomie et du coup, ils te disent le chromosome dans celui-là. Ouais. Et du coup, j'ai su que c'était très, très vite c'était une fille. Et en fait, quand j'ai su que c'était une fille, alors là, dans ma tête, il fallait que je fasse carré, que ma fille elle soit en bonne santé. Et j'étais devenue complètement folle. Ouais, c'est fou. J'ai fait oh punaise. Alors que pour mon fils, j'étais aussi très carré, hein, mais je sais pas, là j'avais un autre état d'esprit. Puis en même temps, il y a quand même 6 ans de différence entre ma première et ma deuxième grossesse, quoi. Donc on est différentes en 6 ans, on change. Et bref, donc on était suivis quasiment tous les 2-3 mois au début avec la sage-femme. Donc c'était long.
Je vais pas mentir que quand on a envie de savoir si le bébé va bien, au début qu'on sent pas les petits coups, on s'inquiète un peu, mais la sage-femme elle est là pour te rassurer en disant t'inquiète pas, ça va aller, on va se voir au rendez-vous, tu vas voir, tout va bien. Et elle te fait avec le Doppler, c'est-à-dire le petit truc échographique là, et elle voit, elle écoute le cœur du bébé. Et on a le droit à 2 échographies. Donc on a ouais, comme ici. Une à 13 et une à 20. Oui, c'est ça, une à 13 et une à 20. Voilà, on a fait une à 13 et une à 20. Et en fin de grossesse, j'en ai une autre parce que je trouvais que mon ventre, il était très petit et que j'avais peur qu'elle soit en sous-poids. Et du coup, la sage-femme, elle m'a prescrit une échographie et j'y suis allée. Et en fait, non, pas de problème de poids. Pas du tout, elle est sortie avec 3 kg 735, donc très bien. Un bon bébé, quoi. Y a pas... Et du coup, donc arrive presque le terme. Je me suis dit, non mais attends, ma fille, t'as pas intérêt de venir le même jour que moi, parce que là, on va se battre. C'est pas possible, là. Ma fille, elle était prévue le 15 avril, et je suis née le 12. Donc, autant vous dire que j'ai essayé de faire tout ce qui était possible, soit d'accoucher avant, soit d'accoucher après, le 12. Bon, finalement, elle est arrivée le 14 avril, donc ça va. Bon, bah, parfait. Donc, vous partagerez le gâteau le week-end. Voilà, donc c'est ce qu'on a fait le week-end dernier. On a partagé on a partagé le gâteau, bref. Et donc, ça s'est passé que ma sage-femme, elle est liée à un hôpital qui est à Vancouver, l'hôpital Saint-Paul. Donc, en fait, elle accouche tous ses patientes là-bas. Donc, moi, j'habite à Nord Vancouver. Il faut quand même que je passe un pont pour venir à Vancouver downtown. Et quand il y a du trafic, je peux mettre quasiment 1 heure pour y aller. Donc, moi, j'ai pris le risque quand même. Hein. Le risque ou le bateau ou la neige. J'aurais pu prendre le bateau en plus. Hein. Je me suis dit, je vais prendre le Cibus au cas où. Mais bon, et en fait, ce qui a été cool, c'est qu'en fait, j'ai perdu bouchon muqueux le 14 et je savais pas ce que c'était. J'ai demandé à ma sage-femme ce que c'était. Elle me dit oui, t'as perdu bouchon muqueux, donc il y a des chances que tu accouches dans les prochaines heures. Donc très bien, dans ta tête, tu te prépares et tu dis bon bah je vais peut-être me rapprocher de Vancouver, peut-être que ça va arriver, etc. J'avais pas de contraction ni rien à ce moment-là, mais voilà. Et puis elle me dit bah écoute, viens. Je vais t'ausculter et on verra. Donc, j'y vais le matin. Après avoir perdu mon bouchon muqueux, j'y vais. Tout ça, elle me dit, oui, t'es dilatée à 1, 2. Donc, ça peut arriver à tout moment. Moi, tranquille, je rentre chez moi. Donc, je me dis, OK, je rentre chez moi, on verra bien. Et là, je pense que 2 heures après, je sens que les contractions, elles arrivent. Et là, je me suis dit, c'est bizarre. Ça me fait mal, ça me tire et tout. Je sais pas. Je m'appelle mon chéri qui est au travail. Il vient, je dis écoute, je pense que c'est mieux que tu viennes, on sait jamais, on prend de l'avance. Je sais pas si c'est des fausses contractions, mais au moins on y va. Et du coup, parce que j'avais tellement peur d'être coincée dans ce pont, parce qu'en fait, mes contractions, elles sont arrivées vers 13h. Et là, tu te dis, si tu arrives entre 14h et 18h, t'es foutu. Dans le pont, tu peux rester 1 heure. Ah, ça décide si tôt que ça, le rush hour? Ah ouais, rush hour, c'est traité trop tôt. Et du coup, j'ai fait bon, vas-y, je pars à Vancouver, bien et tout, machin. Donc mon chéri il vient, mais il prend quand même sa douche et tout, tranquille, on prend les affaires. À l'aise. Sa journée à lui. Oui, non mais attends, il était où alors ton fils? Mon fils était à la crèche? Non, il était à l'école, donc c'était très bien. L'école. Ah oui, je suis bête à l'école. Ouais. Oui. Et du coup, j'avais appelé une de mes copines, j'ai dit bon, tu t'en occupes? Il me dit OK, pas de souci. Donc lui il est à l'école, il n'a pas besoin de s'occuper de lui, très bien. Et on part à Vancouver et là en fait dans la route, là je sens que c'est aujourd'hui, ça c'est sûr. Je sens que les contractions montent, etc. Donc j'arrive au cabinet de la sage-femme, elle m'ausculte, elle me dit ah bah oui, t'es quand même dilatée à 5. Ah ouais, c'est passé vite, trop bien. C'est passé vite. T'es rapide et efficace. Ok, c'est passé à 5, très bien, machin. Ok, donc je vais à l'hôpital et donc du coup elle me dit bon bah prépare-toi, ça peut être long. Je dis pourquoi? Je dis mettez-moi mes péridurales et m'embêtez pas. Mettez-moi la péridurale. Vous savez quand vous avez mal, des fois vous êtes un peu méchante quoi. Non, c'était là plus de patience. Hein. Et en fait il faut que avant de vous mettre la péridurale ici, ils vous font une prise de sang pour voir si vos plaquettes elles sont bonnes. Si vos plaquettes sont bonnes, ils vous mettent la péridurale. Si vos plaquettes ne sont pas bonnes, ils vous mettent pas la péridurale.
Donc, c'est quoi les plaquettes? Alors, me demande pas ce que c'est, j'en sais rien. Ils ont Ok. Bizarre. Ils ont checké mes plaquettes, ils m'ont dit c'est ok. Mais entre le labo qui vient pour te faire ta prise de sang et le labo qui revient avec les résultats et l'anesthésiste qui arrive, il s'est passé 2 heures. Sans mentir. Ouais. 2 heures. Et encore, ça peut être rapide quand même pour une prise de sang, tu vois. Tu peux imaginer parfois, tu peux avoir les résultats le lendemain, tu vois. Ouais, mais 2 heures de contraction, quand t'es dilaté à 5, tu te dis attends, à tout moment, je vais accoucher sans péridurale, quoi. Et ouais, surtout un deuxième, ça peut aller vite. Je sais pas comment s'est passé ton premier, bah oui. mais ça va plus vite le deuxième, quoi. Ça va plus vite. Donc du coup, j'ai dit oh là là, moi j'ai peur et tout. Il me réausculte. Le anesthésiste dès le départ est encore là, que j'étais à 7. J'ai fait oh là là. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. L'anesthésiste vient, il me fait la péridurale et là je sens que dans un liquide qui sort de mon dos. Je le sens. C'est compliqué à expliquer, mais je sens qu'en fait il a percé quelque chose. Tu vois, c'est trop bizarre. Bref, après il refait la péridurale parce que je vois que ça met longtemps quand même. Hein. Il me dit non mais il y a eu un truc. Là j'ai refait. Maintenant c'est bon. Ok. J'étais anesthésiée du menton jusqu'au doigt de pied. C'est-à-dire que je Mais il t'a fait la moelle osseuse je sais pas ce qu'il a fait, mais il a fait de mon menton jusqu'au petit doigt de pied. Donc, en fait, toutes les heures, les dames, elles avaient des poches de glace sur moi pour vérifier si je sentais le froid. Donc, au début, je sentais rien du tout. Et au fur et à mesure des heures, tu sentais que la péridurale, elle partait parce que il m'a mis une dose et j'ai sentais la glace. Ouais, j'ai pas demandé plus. Il m'a mis une seule dose et après j'ai plus jamais touché à la péridurale. Ils m'ont jamais rajouté un petit peu de liquide, tout ça. Non. Ouais. Bah, j'ai vu que j'étais bien anesthésiée. Je pense que ça servait à rien de rajouter. Hein. Et donc toutes les heures, ils checkaient si mon corps il réagissait, si ça allait. Et du coup, tant mieux. Je vois que je commence à sentir le froid, donc ça te rassure quand même. Et puis, et donc là, ma sage-femme, donc, c'était pas Patricia, celle qui me suivait, c'était une autre sage-femme, mais que je voyais aussi, qui s'appelle Agathe. Et elle, du coup, il y avait que elle, moi, mon chéri et 2 infirmières qui étaient avec elle dans la chambre. Et je lui dis, ouais, je sens qu'il y a un truc qui pousse, tout ça, est-ce que tu peux vérifier? Agathe, elle vérifie, elle me dit, mais t'as la poche des os qui est carrément sortie. Elle m'a dit, je peux prendre en photo parce que j'ai jamais vu ça. Je fais, ok. Ah ouais? Et puis, désolée pour les détails très gore, mais c'était rigolo quand même. Non, t'inquiète. C'est pas gore, c'est une poche d'eau. C'est une poche d'eau, ça va. Non, faites pas un, ça va. Non, c'était une poche d'eau, tout ça, et elle était très surprise. Et du coup, elle me dit, bah oui, bah là, il faut que je la perce, et puis on va pouvoir pousser. Et en fait, elle m'a proposé au début un miroir, et j'ai dit, je sais plus si j'ai dit, elle me dit, tu veux un miroir ou si tu veux quelqu'un y filme? Je dis, quelqu'un qui? L'infirmière? Elle me dit oui, l'infirmière. Du coup, l'infirmière, elle s'est transformée en caméraman. Elle s'est transformée en caméraman. Mais pourquoi ils voulaient filmer? C'est marrant qu'ils proposent de filmer comme ça. Ils m'ont proposé de filmer. C'est surtout qu'en plus, ils ont proposé à mon chéri de m'accoucher. Donc c'est lui qui a sorti le bébé, qui a tout fait sous les instructions de la sage-femme. Ah ouais. La sage-femme. Mais il était chaud patate pour le faire? Ah oui, lui, il était chaud. Parce que je pense que le mien, il aurait dit non merci, quoi. Ah oui, lui. Déjà pour le premier, il avait déjà tout vu. Il était face. Et j'avais pu voir, en plus, il y avait un miroir pour Liam. Mais là, pour Victoria, il a dit, vas-y, moi, j'y vais, tout trop bien. Elle me propose, j'y vais. Puis bon, tu sais, la sage-femme, Agathe, elle est française. Patricia est française. Donc, on est dans une bulle français. Donc, on est dans un cocon. Ouais. Non, même si les 2 infirmières, elles parlent anglais, c'est pas grave, tu vois. Mais on était dans notre cocon. Et j'avais l'impression de faire ça en famille, en fait. Enfin, de faire ça... Ouais, c'est chouette. J'ai trouvé ça super cool et du coup voilà, donc ça s'est très très bien passé l'accouchement, ma fille est sortie sans problème. Et le lendemain, je suis rentrée chez moi. Donc au Canada, tu restes 24 heures et après tu rentres chez toi. C'est très court. Oh, bah, ouais, ici ils font pareil globalement, mais après je viens de dire de toute façon t'as accouché pendant la pandémie, je viens de dire pourquoi pas, tu vois. Oui, très clairement, c'est pas mieux chez toi qu'à l'hôpital. Hein. Non, très clairement, ça m'allait très bien. Mais, sauf il est arrivé quelque chose, c'est que comme je t'ai parlé avant, j'ai eu le mec là qui m'a fait l'anesthésie, il a touché quelque chose qu'il fallait pas toucher. Après que j'accouche, je rentre chez moi, j'ai des douleurs, mais inexplicables. Des douleurs qui montent de mon bas du dos jusqu'au cervical. Et en fait, je ne pouvais pas me mettre assise, rester debout. La seule position qui m'allait, c'est d'être allongée avec de la chaleur dans mon dos. Donc ça allait pas quoi.
Le lendemain, on devait retourner à l'hôpital parce que ma sage-femme, elle avait un doute sur le fait que Victoria, elle avait la jaunisse. Du coup, elle m'a dit, on revient faire des résultats, des prises de sang pour voir si c'est bien ça ou pas. Et en fait, j'ai été à l'hôpital et je suis restée allongée dans la salle. Et les personnes soignantes m'ont vue allongée et il m'a dit, madame, vous pouvez pas rester allongée. J'ai dit, je peux pas me lever. Ça va pas. Je peux pas me lever. Je vais bien, hein, je vous parle, il y a pas de problème. Je viens d'accoucher, je suis pas bien. Et là, ils ont dit, on peut pas vous laisser comme ça. Sauf que ils sont arrivés à 15 personnes. Ils ont sorti un code bleu ou un code rouge, je sais plus c'était lequel, bleu ou rouge. Et ils ont dit, vous la prenez. Ils m'ont mis des électrodes, ils ont checké tout. Je dis, mais ça va, c'est juste que j'ai hyper mal. Je pense qu'il y a eu quelque chose, il faut me faire quelque chose à mon dos. Ils me transfèrent aux urgences. Donc, mon chéri était toute seule avec ma fille dans un autre service pour les résultats de la jaunisse. Et moi, je finis aux urgences. Je finis aux urgences. Et du coup, je leur explique, donc tout en anglais, évidemment. Je leur explique, je dis, voilà, j'ai accouché hier, j'ai très mal au dos, je pense que c'est dû avec la péridurale. Appelez l'anesthésiste qui m'a fait, il va vous expliquer tout ça. L'anesthésiste, il débarque direct et il me dit, il faut qu'on règle ça. Et donc, en fait, ils m'ont fait un patch blood. C'est un pansement de sang qu'ils m'ont fait. Donc, ils m'ont pris du sang de ma main, parce que j'ai des veines qui sortent plus auprès de ma main. Donc, ils m'ont pris du sang de ma main, qui m'ont réinjecté dans le bas du dos. Et ça a créé un pansement, puisque dès qu'ils ont fait ça, j'ai plus rien senti. Mais ils ont jamais su expliquer ce qui s'est passé. Ils m'ont dit que je faisais partie des 1 ou 5% des femmes qui ont des effets secondaires après une péridurale. Voilà. C'est quand même étonnant cette histoire. Ouais, mais après, tu me diras, c'est cool qu'ils t'aient pris directement en charge plutôt que d'attendre une semaine dans la détresse chez toi, tu vois. Bah, je pense que si vraiment j'avais pas eu le rendez-vous à l'hôpital pour Victoria, j'aurais peut-être attendu. Et je pense que j'aurais appelé les 911. J'aurais appelé les urgences. Ouais, parce que c'était vraiment horrible. Et ensuite, ils m'ont fait le patch blood et 3 jours après, j'ai eu 3 jours de migraine. Je n'ai jamais fait de migraine de ma vie. Et en fait, j'ai eu 3 jours de migraine et c'est des conséquences liées aussi à la péridurale. Donc, voilà, je fais partie du peu de pourcentage des femmes qui ont des effets secondaires sur la péridurale. Et bon, ça a été compliqué, mais au final, j'ai mieux vécu mon après-accouchement pour ma fille que pour mon fils. Oui, parce que tu avais eu la péri pour ton fils. Oui, j'ai eu la péridurale pour mon fils. Et ça t'avait rien fait? Non, la péridurale, il y avait aucun problème. Le après pour mon fils, ça a été difficile. C'était juste parce que j'avais été... on m'avait coupé, je sais plus comment on appelle ça là, épisiotomie. Ouais, j'ai fait j'ai eu une épisio et du coup, pendant 3 semaines, je pouvais pas marcher. C'était très dur. Que là, pour Victoria, j'ai rien eu. J'ai pas eu de déchirure, j'ai pas eu d'épisio. Du coup, je pouvais m'asseoir, je pouvais faire ce que je voulais. C'est juste que ces douleurs après l'accouchement, c'était compliqué. Mais ce que je peux dire, en tout cas, sur le système de santé et le corps médical, ils ont été au top. Ils ont été au top, ils ont été réactifs et j'ai trouvé ça super bien. Donc, pour moi, au niveau de la santé, pour le moment, je ne vois pas de différence entre la France et le Canada. Ouais. Du coup, j'imagine que tu bossais quand tu étais enceinte et quand tu as accouché. Oui. Est-ce que c'est, entre guillemets, fédéral, le congé parental d'1 an quand tu as un bébé? Alors, je sais pas, je pense que c'est pour tout le Canada, il me semble. Okay. Donc, on a le droit à un congé maternité et un congé parental. Donc, le congé maternité, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 16 semaines. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé jusqu'au bout. Je travaillais jusqu'au 2 avril. Ouais, bien. Donc, j'ai accouché le 14. Donc, ouais, j'ai juste eu 10 jours de vacances, si tu veux. De repos plutôt. Ouais, de repos. De repos. Mais en fait, j'ai travaillé jusqu'au bout parce que je travaillais de chez moi. Donc, ouais, ça aide. Ça aide quand même pas mal. Et donc, je suis restée juste 15 jours à essayer de faire toutes mes affaires, tout ça. Et après, donc j'ai eu 16 semaines de congé maternité. Et puis ensuite, on avait 35 semaines à se partager en 2. Donc, soit je prends tout pour moi, soit mon chéri prend tout pour lui, soit on divise pour tous les 2. Okay. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est que moi, je me suis occupée de Victoria donc de avril à novembre.
Et ensuite, c'est mon chéri qui s'est occupé d'elle de novembre jusqu'à mars. Et depuis mars, elle est à la garderie. Donc, elle est arrivée à la garderie, elle avait 11 mois. Donc, Ok, c'est parfait. c'est très bien, voilà. Et vous êtes payé comme un salaire normal ou 80%, non? Quelque chose Non, comme pas ça? du tout. Alors ça, Ah ouais? c'est un problème parce qu'en fait, quand vous prenez 12 mois, vous êtes payé, même ceux qui gagnent beaucoup d'argent. Et c'est ça qui est un peu injuste, je pense, parce qu'en fait, il y a une tranche. Si vous gagnez plus de 55 000 dollars à l'année, dans tous les cas, vous toucherez la même chose que nous, c'est-à-dire que toutes les autres personnes qui gagnent moins de 55 000 dollars, c'est-à-dire vous gagnez 2 000 dollars par mois et pas un centime de plus. Donc oui, comment ça s'appelle? C'est plafonné, c'est ça? Oui, c'est un plafond. C'est un plafond, tu peux pas aller plus que ça. Donc, par exemple, si moi je gagne 100 000 dollars à l'année, donc ça me fait vraiment beaucoup moins d'argent que d'habitude. Oui. Alors que si, par exemple, je gagnais 55 000, bah, je me dirais, bon, ça va, il y a que 1 000 dollars de différence, on va dire, à peu près. Ouais, c'est quand même chouette dans ces cas-là, quand même, qu'il favorise, tu vois, les plus low income. Ouais, c'est ça. Ceux qui ont et je pense que 55 000 dollars, c'est quand même bien. Enfin, je veux dire, ouais. ça va. Je sais pas, aux US, c'est pas terrible, 55. C'est pour ça que je sais pas trop. Non, 55 000, ça va. C'est pas non plus catastrophique. C'est-à-dire que tu peux quand même payer un peu ton loyer, on va dire. Ouais. Et ça passe au niveau de tes charges. On va dire pour l'année, c'est correct. Okay. Donc voilà. Après, c'est sûr, à l'année, c'est mieux de gagner plus de 55 000, hein, surtout à Vancouver. Hein, ça, c'est sûr. Oui. Faut payer le loyer. C'est ça. Et Liam, alors, il est content de sa petite sœur? Liam, il est trop content. Parce qu'on n'en a pas parlé, lui. Bah alors, mais lui, alors lui, il est arrivé au Canada, il avait 3 ans et demi, il allait avoir 4 ans. Et ça a été difficile au début parce que il était quand même en école française, il était en petite section. Et puis après, il arrive au Canada dans une garderie totalement anglophone. Donc, il comprend pas l'anglais, le petit garçon. Ouais. Donc, ça a été difficile les premiers mois, franchement. Faut pas s'attendre à ce que votre enfant, on dit, ouais, les enfants, c'est des éponges et tout. Ça, je suis d'accord. Ouais. Mais moyen, quoi, parce qu'il y a les premiers mois, c'est difficile, quoi. Il avait des problèmes de comportement, il était très agressif parce qu'il comprenait pas. Il y avait personne qui parlait français. C'est ça qui est fou quand même, parce qu'on est au Canada, Canada, c'est bilingue. Moi, je crois que je suis tombée dans la région où il y a moins de bilingues qu'autre chose, donc du coup, c'était compliqué. Ouais. Mais bon, ils ont trouvé un terrain d'entente avec Liam, et c'est-à-dire que dès qu'il essayait de s'exprimer, il mettait Google auprès de Liam pour savoir quel mot il dit, et vice versa. Et eux, pareil, ils essayaient de lui dire un mot pour qu'il comprenne en français. Donc ils ont fait ça pendant plusieurs mois, pendant peut-être 3-4 mois, et puis après il était complètement baigné dans la langue. Et donc il est resté presque 1 an à la garderie, puis après le Covid est arrivé, donc il est plus jamais retourné à la garderie parce que le Covid est arrivé en mars. Et ensuite il y avait plus de garderie en fait, voilà. Donc du coup Liam il a été à l'école qu'en septembre. Du coup je l'ai gardé avec moi en travaillant de la maison, donc de mars de mars à août. Warrior, ouais. Ouais, c'était sympa. Enceinte en plus. Sympa. Oh, très sympa. Ubabiré. Ouais, donc du coup c'était assez sportif, mais bon, du coup voilà. Et l'année dernière on l'a mis à l'école en français. Je me suis dit en fait j'avais toujours dit je le mets en anglais, et j'ai déménagé, et en fait l'école française était vraiment à 200 mètres, donc je me suis dit ce serait un peu bête de pas le mettre. Ouais. Du coup je l'ai mis pendant cette année, et en fait je me suis dit mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je suis pas restée dans le système anglophone? Parce qu'en fait dans le système francophone ça m'énervait, parce que les professeurs ils étaient très contents. Ils ont dit sur tous les bulletins, ils disaient waouh, c'est génial, Liam il parle super bien français, c'est trop bien. D'accord, ok, mais normal qu'il parle très bien français. Il a deux parents français. Il parle pas anglais du tout. Sauf quand il voit des amis dehors, mais c'est tout. En fait, j'ai trouvé que c'était pas des critiques très constructives. En fait, au niveau francophone, il pousse vraiment à ce que les enfants ne parlent que français. Parce que franchement, dans toutes les écoles francophones, t'entends les enfants parler en anglais tout le temps. Tout le temps. Ils parlent que en anglais là-dedans.
Du coup, forcément, quand les professeurs poussent à ce qu'ils parlent français, bah, ils sont contents que leurs enfants parlent français. Mais Liam, c'était le seul de sa classe où ses deux parents étaient français. Donc, Oui, c'est ça le truc, c'est que c'est même aux États-Unis, c'est pareil. C'est genre, oui, on va mettre les enfants dans un cursus francophone. Mais le problème, c'est que le niveau, du coup, de la francophonie est bas. ah oui, complètement Parce que bas. c'est pas des familles qui parlent nécessairement le français à la maison. C'est des gens qui sont peut-être avec un salaire un peu plus élevé, qui veulent se jouer un peu fancy, genre, Ouais, je veux que grave. mon enfant, il parle en français. Et donc, du coup, toi, ton pauvre enfant, bah, il est bercé par un niveau qui est quand même relativement bas. Ah bah c'est C'est ça. pour ça que parfois, il y a des cursus locaux avec des petites branches françaises qui peuvent être plus intéressantes que juste de le mettre en cursus 100% Bah, c'est francophone. ce qu'on a décidé de faire. De toute façon, on Ouais. avait redéménagé parce que j'ai adoré déménager pendant ces 3 années. Donc la 3e fois, j'ai déménagé. Et donc là, actuellement, il est dans une école complètement anglophone et il n'y a plus du tout de problème avec la langue. Il est Ouais. complètement bilingue, Bon. sans problème. Et je trouve qu'au niveau de ce qu'il fait, bah c'est similaire à ce que les Français apprennent, je dirais. Peut-être que je dirais qu'il y a quand même un léger retard quand même sur certaines choses au niveau de la lecture et l'écriture, mais ça reste quand même assez similaire au niveau du programme. Mais c'est juste que voilà, on est au Canada, les États-Unis, c'est très chill, les enfants finissent très tôt. Ils finissent à 2h30 tous les jours, donc Ouais. Ça m'étonne pas. voilà. Ouais. Et l'arrivée de sa sœur, ça serait très bien passé. Il était très content. Je pense qu'il avait besoin d'avoir quelqu'un avec lui, Ouais, avec qui jouer. avec qui jouer. Bon, même Oh. s'ils ont 6 ans de différence, il est toujours collé à elle. Il l'adore beaucoup, donc j'aime beaucoup voir cette complicité. Donc j'adore notre vie à 4 et je n'aurai pas de 3e enfant parce que je pense que c'est très bien comme ça, 4. Puis ça Ouais. coûte cher les billets d'avion pour un 3e enfant, donc Ouais, ou l'upgrade de la voiture avec les ouais. sièges auto, Oh quoi. non, c'est bon. Non, c'est bon. Donc je pense que Ouais. à 4, on est très heureux comme ça. On est content d'être au Canada. Je pense que je me vois pas pour le moment ailleurs que d'être dans ce pays qui m'offre beaucoup et qui offre beaucoup à mes enfants. Ouais. C'est juste changer potentiellement de province. Je crois que c'est comme ça qu'ils disent au Ouais, Canada. nous, on va partir dans une province prochainement. Donc le mois prochain, normalement, mon chéri sera déjà dans la province de l'Alberta. Donc on va habiter en Alberta. Et du coup, bah là, on va avoir les lacs. Voilà. Là, on pourra dire qu'on fait partie des gens qui habitent à côté des lacs. Non, donc c'est la province qui est juste à côté des British Columbia. J'arrive toujours pas à le dire en français, on va s'en sortir. Mais oui, c'est la province va. qui est complètement collée à la Colombie-Britannique, donc on n'a qu'1 heure de différence au niveau fuseau horaire. Donc ça va, on reste quand même très proche de Seattle aussi, quoi. C'est pas au niveau fuseau horaire, ça va, on est quand même très bien. On est toujours dans l'Ouest. On est toujours dans l'Ouest. Alors on a décidé d'aller en Alberta tout simplement parce que l'immobilier est un peu moins cher dans cette province. Ouais. On va aller dans la ville de Calgary exactement. Ah. Et du coup, on va habiter là-bas. Plus de neige. Il y aura plus de neige, mais c'est la ville la plus ensoleillée du Canada. Donc, parfait. C'est très bien, ça va me changer la vie. Je pense que tu comprends ce que je veux dire. Un petit peu de vitamine D, bien sûr. Voilà. Ok, écoute, c'est très clair. Est-ce que tu aurais un conseil à offrir à des familles qui souhaiteraient venir s'installer dans... Bah, j'avais mis le Pacific Northwest, mais plus à Vancouver. Alors, moi, je vous conseille, si vous voulez venir immigrer en Colombie-Britannique, c'est d'avoir de l'argent, d'économiser. Voilà, en fait, ça dépend quel type de profil vous êtes. Si vous êtes une famille, ça c'est sûr, je vous demanderai d'économiser. Voilà, d'avoir quand même de l'argent de côté, de trouver des travails qui sont pas en dessous de 70 000 par personne, voilà, au minimum. Ouais. Et de venir avec un manteau de pluie. Voilà. Un petit kawaii. Un petit kawaii. Mais par contre, après, je prône la Colombie-Britannique. Pour moi, c'est une très belle région. Il y a des très belles personnes. Je suis très fière de rencontrer mes voisins qui sont adorables, les uns que les autres. Je trouve qu'à Vancouver, c'est une communauté différente parce que on est tous des immigrés. J'ai très peu rencontré de vrais Canadiens souches ici à Vancouver. J'ai beaucoup des immigrés comme nous en fait. Et du coup, on s'aide beaucoup. C'est-à-dire que j'ai adoré, mais tous mes voisins à chaque fois, même ma voisine encore actuelle,
elles sont là en train de dire si t'as besoin de quelque chose, que ce soit, je suis là. Quand j'ai accouché, quand j'étais enceinte, j'ai eu des petits cadeaux de mes voisins qui sont là à me rapporter, alors enfin voilà, on se parle pas forcément tous les jours, enfin pas du tout, tu vois, mais on aime bien s'entraider et j'aime beaucoup ça, cette communauté ici. Et je trouve aussi que la communauté française est géniale ici parce que c'est grâce à ça en fait que j'ai pu rencontrer des amis très 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 proches maintenant qui font partie de ma famille en fait ici et que je vois au quotidien. Et grâce à cette communauté française qui est incroyable, on est très peu. Mais du coup, on s'aide beaucoup plus que si on était en France où on se calculerait peut-être pas, quoi. Ouais. Non, c'est vrai. Donc, un conseil, c'est avoir de l'argent. Je dirais... C'est ça l'idée. Pour la Colombie-Britannique, je dirais, ouais, il faut avoir de l'argent. L'argent et le kawaii. Ok, écoute, c'est très clair. Et alors, nous, du coup, à titre personnel, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? D'acheter une maison. On reste sur le même thème. Ouais. Voilà, j'espère que du coup, en partant en Alberta, parce que de toute façon, l'objectif, c'est que mon conjoint part le mois prochain. Par rapport au crédit, au crédit des banques, c'est dans notre processus en fait. Mon chéri doit être sur place en Alberta pour avoir un job en Alberta et pouvoir faire une demande de crédit. Il est obligé d'être sur la province, donc je me souhaite que on ait une acceptation de crédit pour pouvoir acheter notre maison prochainement en Alberta. Voilà, c'est notre objectif. Je ne pars pas de Colombie-Britannique sans que je n'ai pas de maison là-bas. Voilà, Ouais. Sinon, ça sert à rien. Non, c'est clair. Pas de bras, pas de chocolat. Mais c'est marrant. Donc, du coup, là, on est en train d'enregistrer cet épisode. On est en avril. Ouais. Du coup, ce sera intéressant parce que je pense qu'à la sortie de cet épisode, tu seras déjà parti. Peut-être. Donc, ce sera super intéressant quand même de voir un peu, de suivre un peu ce qui s'est passé dans les prochains mois. Avec plaisir. Franchement, même moi, j'ai hâte de pouvoir raconter ça parce que je pense que vous n'êtes pas prêts de tout ce qui va se passer parce que je pars pas toute seule. Je pars avec quelqu'un que j'ai rencontré ici, un autre couple d'amis qui a migré à Vancouver. On s'est rencontrés il y a 3 ans, on est comme chien et chat, c'est-à-dire qu'on est très très amis et on a décidé... Ouais, moi j'aime bien l'expression cul et chemise. On est cul et chemise, voilà, on est cul et chemise. Et du coup, on a décidé de partir ensemble. Donc, c'est-à-dire que ce projet de partir en Alberta, c'est pas que tout seul, c'est avec d'autres personnes qu'on a rencontrées à Vancouver. C'est génial. Donc ça, c'est génial. Du coup, vous transvasez le village. On part avec toute la team. C'est trop bien. Non, c'est bien. Et puis au moins, t'as pas besoin de te faire des potes, tu les auras déjà sur place. C'est clair, j'aurais pas besoin. Non, mais c'est toujours bien de rencontrer d'autres personnes, hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais au moins, t'as quand même ton cercle imminent, quoi. Ouais, c'est chouette. Ça, c'est génial. Ok. Écoute, ça me paraît très très bien comme projet. Pour l'heure, moi en tout cas, Sarah, je te remercie énormément pour ton témoignage. Merci beaucoup. Et puis écoute, j'espère qu'on se verra à mi-chemin entre le Montana, l'Alberta ou Washington State. Avec plaisir, mais j'espère pouvoir venir quand même j'aimerais bien retourner quand même en Washington State quand même vers chez vous, pas Seattle, mais peut-être un peu plus haut de Seattle. J'aimerais bien y aller pour quelques jours, donc ouais, avec grand plaisir. Et même vous, si vous êtes à Vancouver, n'hésitez pas, avec plaisir. Ça marche. Écoute, dès qu'on fera les passeports, donc dans 2 ans. Non, je déconne. Quand je serai lancée là-dedans. Non, écoute, et merci beaucoup Sarah pour ton temps. Avec plaisir. Et puis écoute, je te souhaite une bonne nuit. Ouais, bonne nuit, on va se coucher là. La soirée pyjama est terminée. It's over. It's over. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci encore à Sarah de nous avoir partagé un bout de son chemin en famille. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et de nous laisser des étoiles et des commentaires sur votre plateforme préférée. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Ciao!